de vous accueillir pour ces rendez-vous de l'économie sur un thème ô combien d'actualité avec M. Cabriac qui nous fait l'honneur de venir à l'Université de Montpellier, à la faculté d'économie, que je remercie, sur un thème qui est l'inflation et qui nous concerne toutes et tous. Ces rendez-vous de l'économie que nous avons le plaisir d'organiser avec Midi Libre, et je remercie Olivier Biscay ici présent pour cette collaboration extrêmement fructueuse, puisqu'il y a une conférence qui arrive dans un mois sur les prix de l'électricité dont nous aurons l'occasion de reparler. Et ce soir, dans le cadre de notre partenariat avec la Banque de France, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Cabriac. Alors, ça va intéresser un large public, bien sûr, les étudiants, et cela fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver toutes et tous sur les bancs de cet amphi de l'université. Des lycéens aussi, je crois, sont présents, et puis des représentants du monde économique, entrepreneurs, banquiers, qui nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat que nous avons eu la chance de signer avec la Banque de France en présence du gouverneur François Villeroy de Galhau. Et je me réjouis que cette convention de partenariat puisse vivre et se développer à travers des actions comme celles que nous avons le plaisir d'organiser ce soir à travers la conférence. Je remercie en particulier Pascal Tachon, qui est directeur départemental de la Banque de France Hérault, qui est particulièrement impliqué dans notre partenariat et qui a à cœur de développer de nouveaux projets de coopération fructueuse avec la faculté d'économie. Alors je précise enfin que nous avons la chance d'organiser cette conférence ce soir en partenariat avec Occitanie Place Financière, association qui porte la volonté de développer en Occitanie des réseaux d'échange autour des questions économiques et financières. Donc je passe la parole à Stéphane Latouche, qui est directeur régional Occitanie de la Banque de France, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il va préciser les missions de l'association Occitanie Place Financière et présenter notre conférencier Bruno Cabriac, que je remercie très sincèrement de sa venue à la faculté d'économie. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le doyen, merci. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Donc effectivement, un partenariat avec le Midi Libre et un partenariat également avec Occitanie Place Financière, que j'ai l'honneur en tant que directeur régional de la Banque de France en Occitanie, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président, et je vous prie d'excuser sa présidente, Maëlle Couvreux, qui est directrice administrative et financière d'un grand groupe de bâtiments toulousain de son absence. Alors c'est une association Occitanie Place Financière, comme vous l'avez dit, qui essaie de faire la promotion des grands thèmes économiques et financiers. Elle est toute jeune, cette association, elle a été créée en juin 2022. Elle est au service des entreprises et au service des acteurs financiers de notre grande région. Elle a pour objet d'informer les entreprises de l'actualité financière et bien évidemment de faciliter leurs échanges, leurs contacts avec toute la sphère financière, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier. Elle réunit pour cela l'ensemble des acteurs financiers de la région, qu'ils soient privés ou publics. Et je veux à ce titre souligner et remercier de leur soutien les deux métropoles de Montpellier et de Toulouse, le conseil régional qui est à nos côtés, et ainsi que les deux CCI de l'Hérault et de la Haute-Garonne qui nous soutiennent dans cette démarche. Alors, juste un mot pour rappeler, historiquement, nous avions deux associations qui coexistaient. Toulouse Place Financière, qui faisait partie du réseau des places financières, donc toujours cette même démarche d'être au service des entreprises pour les accompagner dans leur démarche de financement et de connaissance des mécanismes financiers. Et puis de l'autre côté, un club financier que j'avais l'honneur de présider, qui réunissait essentiellement des banques. Nous avons fusionné tout cela, nous avons essayé de lui donner une dimension régionale en faisant travailler ensemble Toulouse et Montpellier, et encore une fois, j'insiste, au service des entreprises et de leurs préoccupations de financement. Je me réjouis à nouveau que
que cette conférence soit organisée aujourd'hui avec l'Université de Montpellier dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'université. Et puis je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cette association Occitanie Place Financière. Vous allez la voir vivre dans les prochains mois. Ça sera des conférences, des ateliers, des formations ouverts aux entreprises sur ces thématiques de financement. Et aujourd'hui, vraiment, je me réjouis qu'on soit dans ces murs, même si j'avoue que j'ai un peu chaud, réjouis d'être dans ces murs pour faire le pont entre le monde de l'enseignement supérieur, qui est directement associé au pilotage d'Occitanie Place Financière, et le monde de l'entreprise et le monde du financement. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet d'une brûlante actualité, celui de l'inflation et celui de savoir si l'inflation a un caractère durable ou purement conjoncturel. On pensait qu'elle était derrière nous, cette inflation, après de nombreuses années de très basse inflation. Et donc, je voulais remercier Bruno Cabriac d'avoir accepté d'être notre conférencier ce soir. Je vais dire 2 mots sur toi, Bruno. Donc, tu es directeur général adjoint des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France. Tu as un local de l'étape, je crois, puisque tu es entre Paris et Montpellier. Tu es diplômé de Sciences Po Paris. Tu as également un master en économie, un master en droit de l'Université de Montpellier, un master en économie viticole de l'Université de Montpellier également. Tu es entré à la Banque de France en 84 en tant qu'économiste à la direction de la balance des paiements. Et puis après une longue carrière à l'international, puisque tu as été détaché auprès du ministère des Finances comme conseiller financier pour le Proche et le Moyen-Orient basé au Caire, un petit passage à Paris à la salle des marchés, et puis tu repars sur Tokyo comme conseiller financier pour l'Asie de l'Est, avant de rejoindre le service de la zone franc et de diriger le service de zone franc de la Banque de France, et redétachement auprès du ministère des Finances comme conseiller commercial à Hong Kong et Macao. Et puis tu termineras cette carrière vers l'international comme conseiller financier pour l'Afrique auprès du ministère des Finances. Puis un retour à la Banque de France comme directeur des relations internationales et européennes et aujourd'hui directeur général adjoint des statistiques, des études et des relations internationales. Vous le voyez, un parcours bien rempli. Merci encore Bruno et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis particulièrement heureux de venir ici puisque Stéphane l'a dit, je suis un local de l'étape, donc je suis venu de pas très loin. Et donc le bilan carbone de ma venue ici a été relativement limité. Donc merci Monsieur le doyen de m'accueillir ici dans cette université. Je constate que depuis le temps où j'étais étudiant, ça n'a pas beaucoup changé. C'est encore les premières places de devant qui sont les plus libres et les plus accessibles. Et merci Stéphane et merci Pascal pour cette invitation. Alors, je vais peut-être moins vous remercier pour avoir fixé ce titre. Va-t-on vers un retour durable de l'inflation ou l'inflation est-elle durable? Alors d'abord, c'est un peu un pléonasme. Si on regarde la définition donnée par l'INSEE de l'inflation, on voit que c'est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui est engendrée par une hausse des prix qui est à la fois générale, durable et j'ajoute, c'est pas dans la définition de l'INSEE, et j'ajoute excessive. Donc l'inflation est par nature, c'est un phénomène par nature qui a une composante de durabilité. Et donc on aurait pu se contenter effectivement de poser la question vers un retour de l'inflation. Et c'est une question qui n'est pas facile. C'est une question qui n'est pas facile parce qu'on s'est beaucoup trompé. Comme l'a dit Stéphane, on sort d'une décennie dans laquelle on s'est beaucoup trompé sur l'inflation. On a beaucoup surestimé l'inflation. On a eu beaucoup de mal, et on n'y est pas arrivé d'ailleurs, à revenir vers notre cible d'inflation. Et donc, culturellement, on baigne, ou on a baigné dans une décennie, si je puis utiliser ce terme, de benign neglect
sur l'inflation. Et aujourd'hui, on est confronté effectivement à une recrudescence de l'inflation qui a été rapide. Et on s'est beaucoup trompé sur la durabilité de cette inflation. Pour éviter d'avoir des problèmes avec mon patron ou avec mes patrons de l'Eurosystème, j'ai plutôt mis des citations de Jay Powell, qui est le président de la Fed, et on voit qu'il a dû réadapter son discours sur l'inflation au fur et à mesure que le temps passait depuis 2021. Et au début, c'était une inflation qui était due à des facteurs d'offres transitoires, puis c'est une inflation qui s'installe mais qui devrait diminuer, puis c'est devenu un vrai problème auquel la Fed est très attentif au risque d'inflation. Donc on s'est beaucoup trompé collectivement dans la collectivité des banquiers centraux sur la durabilité d'inflation, et c'est pour ça que cette question reste difficile aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a causé les prémices de l'inflation ? Eh bien, c'est la crise du Covid. Pourquoi ? Bien parce que la crise du Covid a provoqué une perturbation jamais vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de l'activité. Et c'était une perturbation à la fois de l'offre et de la demande. Les confinements ont entraîné des restrictions sur l'offre, ils ont bien entendu aussi entraîné des restrictions sur la demande. Et à l'issue de la crise Covid, ou au moins si on n'est pas encore à l'issue on n'est pas encore arrivé totalement à l'issue, mais en tout cas, à la fin du pic de la crise Covid, il y a eu une reprise extrêmement rapide, mais une reprise rapide de la demande, une reprise rapide aussi de l'offre, mais une partie de l'offre avait été bouleversée par cette crise Covid, par cette brusque chute. Bouleversement des grandes chaînes de valeur internationales, bouleversement du marché du travail, beaucoup de salariés qui, notamment aux États-Unis, ont quitté le marché du travail, quitté la population active. Et ça s'est ressenti d'autant plus que la pression de la demande était très forte. La reprise a été très forte, beaucoup plus forte que ce qu'on l'avait anticipé au début. Et au fur et à mesure, à chaque fois, il y avait des bonnes surprises. Et ces bonnes surprises, elles ont d'ailleurs duré jusque pratiquement à la fin du deuxième trimestre de cette année, malgré la guerre en Ukraine. Donc, une perturbation très forte de l'activité qui se traduit à la fois par des problèmes sur l'offre et des problèmes sur la demande. Dans les précédentes grandes crises, notamment la grande crise financière, les mouvements de l'activité étaient entraînés par la demande. Il n'y avait pas de perturbation directe de l'offre par la crise elle-même. En tout cas, des perturbations limitées. C'était plutôt un nettoyage du marché, un nettoyage des entreprises. Là, on a assisté vraiment à un phénomène qui est resté inédit et qui, j'espère, le restera encore, mais qui est resté inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dessus, quel est un autre événement déclencheur ? Bien sûr, la guerre en Ukraine. Comme vous l'avez vu, cette reprise rapide de la demande a commencé à entraîner dès 2021 des hausses des prix des matières premières, des hausses des prix des produits alimentaires et des hausses, bien sûr, de prix de l'énergie. Et là-dessus intervient la guerre d'Ukraine qui, comme vous le savez, a entraîné une très très forte hausse des prix de l'énergie, une hausse des prix du pétrole, mais aussi et surtout une hausse des prix du gaz, et notamment une hausse des prix du gaz en Europe. Le marché du gaz, et à la différence du marché du pétrole, est un marché qui est fragmenté parce qu'il y a évidemment des coûts importants de transport du gaz. Il faut installer soit des gazoducs, soit des usines de liquéfaction du gaz, puis de retransformation du gaz à l'arrivée. Et donc les marchés sont extrêmement fragmentés et c'est la raison pour laquelle la hausse des prix du gaz a été considérable dans le monde, mais elle a été absolument énorme en Europe à cause de l'arrêt progressif des livraisons de gaz de la Russie et des anticipations de cet arrêt progressif. Et donc on a subi un choc particulièrement fort sur les matières premières, sur les produits alimentaires, sur les métaux,
sur pratiquement toutes les composants de l'activité, les composants primaires de l'activité, sur ces intrants. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose qui est d'une ampleur jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu, avant la crise financière de 2008-2009, une très forte hausse coordonnée des prix des matières premières, mais qui n'a pas atteint cette ampleur. Et donc ça, c'est l'élément déclencheur de la hausse généralisée de l'inflation dans le monde. Et si on regarde un petit peu dans toutes les régions du monde, on voit une poussée de l'inflation, mais une poussée de l'inflation, et là aussi c'est quelque chose de nouveau par rapport à la poussée inflationniste qu'il y a eu par exemple avant la grande crise financière, une poussée d'inflation qui est très différente selon les régions. Par exemple, au Japon, l'inflation reste extrêmement limitée. C'est le cas aussi en Chine. Et donc, dans toute l'Asie de l'Est, l'inflation est restée relativement contenue, alors que dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, et encore plus dans un certain nombre de pays émergents et de pays pauvres, l'inflation a véritablement explosé. Tout ça fait que, bien sûr, il y a des mouvements aussi importants sur les taux de change. Quand vous avez à la fois des phénomènes comme ça, de poussée généralisée de l'inflation d'un côté, et puis de divergence des pressions inflationnistes dans le monde, ça entraîne des forts mouvements et des fortes évolutions sur les taux de change. Et vous avez tous vu, effectivement, que le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar s'est considérablement déprécié et a atteint des minimums historiques. On est passé sous la parité vis-à-vis du dollar, mais c'est un phénomène dollar. Et si on regarde ce qu'on appelle le taux de change effectif nominal, c'est-à-dire le taux de change de l'euro pondéré par le poids dans notre commerce international de nos principaux partenaires commerciaux, là on voit qu'il y a une stabilisation en fait de l'euro. Et ça, c'est un élément important, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'un des facteurs aussi externes d'inflation, c'est évidemment l'évolution du change. Quand le change se déprécie, on paye plus cher en monnaie locale nos biens importés, et donc il y a une inflation des prix des produits importés, et donc ça produit de l'inflation localement. Alors, pour répondre à la question va-t-on vers une inflation durable, c'est d'abord intéressant de regarder les composantes de l'inflation. Et quand on regarde les composantes de l'inflation, eh bien, on s'aperçoit qu'au départ, c'est d'abord une responsabilité de la partie rose des histogrammes, qui est les prix de l'énergie. Et ce n'est pas une surprise, donc c'est les prix de l'énergie qui, en zone euro, en France comme en zone euro, constituent le départ de la hausse générale des prix. Mais vous voyez que très rapidement, les autres composantes importantes de l'indice des prix, les produits alimentaires, c'est la partie bleue, mais aussi les services et les produits manufacturés participent aussi à cette dynamique inflationniste. Et donc, on est dans la définition tout à l'heure que je vous donnais de l'inflation, c'est-à-dire qu'on est dans une inflation qui est de plus en plus générale, qui concerne de plus en plus de produits et qui n'est pas simplement une conséquence de l'augmentation des prix relatifs de l'énergie ou des produits alimentaires. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse qui pourrait nous laisser entendre que peut-être il y a un retour de l'inflation et donc que ce retour de l'inflation pourrait être durable. Quand on regarde et qu'on compare ce qui se passe en France, dans la zone euro et aux États-Unis, eh bien, on voit que la composante interne de l'inflation commence à être importante. La composante interne de l'inflation, c'est celle qui ne dépend pas tellement des prix internationaux.
Et qu'est-ce qui dépend peu des produits internationaux? C'est effectivement les services. Et donc, on voit que cette part des services dans l'inflation, elle est relativement faible en France, à peine plus élevée en zone euro, elle est beaucoup plus forte aux États-Unis. Et ça nous suggère que effectivement la composante interne de l'inflation est plus forte aux États-Unis. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dynamique interne aux États-Unis d'inflation qui est plus forte que la dynamique interne de l'inflation en zone euro et en France. Alors l'inflation, on cherche aussi à essayer de voir de voir ou de trouver une histoire derrière sa dynamique à travers des mesures différentes. Et donc on essaye d'enlever ce qui est conjoncturel dans l'évolution de l'indice des prix globaux. Alors qu'est-ce qui est conjoncturel et qu'est-ce qui dépend beaucoup de facteurs externes et de prix internationaux? Eh bien c'est d'abord les prix de l'énergie et puis c'est en large partie les prix des produits alimentaires qui dépendent des prix internationaux, qui dépendent en partie en tout cas des prix internationaux des matières premières alimentaires. Donc on essaye d'enlever ces deux composantes qui sont en plus des composantes non seulement qui dépendent de facteurs externes, mais qui sont volatiles. Et on obtient en général un indice d'inflation sous-jacente qui est censé être un meilleur indicateur de la durabilité et de la profondeur de l'inflation et de la dynamique interne de l'inflation. Et puis après, on essaye effectivement de raffiner ces études en enlevant en enlevant du panier, si je puis dire, les produits dont les prix sont les plus volatiles, de manière, là aussi, à essayer de retrouver un sous-jacent, une dynamique interne. Et vous voyez que quand on fait ça, avec diverses méthodes, que ce soit pour la France ou pour la zone euro, eh bien, on voit bien qu'il y a sur ces indicateurs d'inflation sous-jacente une dynamique assez forte depuis le deuxième semestre 2021. Et donc on voit bien, et ça confirme ce qu'on voyait tout à l'heure dans la composition de l'inflation, ça confirme qu'il y a bien des pressions inflationnistes, il y a bien des pressions généralisées sur les prix, même quand on enlève les composants les plus volatiles. Alors après, on essaye aussi d'avoir des méthodes un petit peu plus sophistiquées. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique de ces méthodes, mais pour essayer de discerner quels sont les facteurs derrière ces pressions inflationnistes. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que si ce sont des facteurs d'offre, c'est-à-dire de la rareté qui est produite par des dysfonctionnements, par exemple, des chaînes de valeur, le fait qu'on n'arrive plus à trouver de containers qui viennent de Chine, et donc on n'arrive plus à obtenir ou à se faire livrer des jouets pour Noël. Alors, rassurez-vous, ces perturbations sur les chaînes de valeur logistiques vers la Chine sont en partie résolues, donc nous aurons des jouets pour Noël. Mais donc, si ça vient d'effets d'offre, eh bien, derrière, pour essayer de limiter ces tensions inflationnistes, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Ça ne sert à rien de réduire la demande s'il n'y a pas d'offre. Ça ne fera pas baisser les prix. D'accord ? Et donc, distinguer entre les facteurs d'offre et les facteurs de demande, les causes et la rationalité de l'inflation, c'est important pour les décideurs, et notamment pour la politique monétaire, pour savoir jusqu'où on peut aller et quelle va être l'efficacité de nos outils qui, on va le voir tout à l'heure, de politique monétaire, s'adressent essentiellement à la demande. Donc là, je vous ai mis une étude qui est faite sur la zone euro, une autre étude faite sur les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces études? Eh bien, on voit qu'il y a une co-responsabilité des facteurs d'offre et de demande dans cette montée progressive de l'inflation depuis 2021. Et donc, c'est aujourd'hui à peu près équilibré.
et avec tous les caveats possibles pour ce genre d'analyse. Si vous voulez, on pourra, s'il y a des questions, discuter un peu de la manière dont c'est réalisé. Alors en France aussi, on a des problèmes d'offres. On a des problèmes d'offres, on a eu des problèmes, et donc on peut essayer par exemple de mesurer ces problèmes d'offres à travers l'enquête mensuelle de conjoncture. Nous, à la Banque de France, on a la chance de pouvoir avoir, grâce au réseau de la Banque de France, une mine d'informations sur la conjoncture économique à travers cette enquête mensuelle de conjoncture. Et il y a un certain nombre de résultats et d'indicateurs de cette enquête mensuelle de conjoncture qui concernent les contraintes d'offres, notamment les contraintes d'approvisionnement et les contraintes de recrutement. Si on regarde les contraintes d'approvisionnement, on voit que ça s'est beaucoup tendu au début, en 2021 et encore au début de l'année 2022, et puis ça se détend progressivement. Et d'ailleurs, cette détente progressive, vous l'avez noté aussi dans la baisse depuis quelques mois des prix des matières premières, y compris des prix de l'énergie, dans les premiers graphiques que j'ai montrés. En revanche, les entreprises françaises continuent à dire, dans notre enquête mensuelle de conjoncture, je crois qu'il y a 7000 ou 8000 entreprises, qu'elles ont des difficultés importantes de recrutement. Presque 60% des entreprises françaises ont des difficultés de recrutement. Et ça, c'est évidemment des contraintes d'offres qui les conduisent naturellement à restreindre l'offre, et restreindre l'offre face à une demande importante, à des pressions de la demande, ça entraîne un facteur inflationniste. Or, les pressions de la demande sont là. Je l'ai dit tout à l'heure, on sait depuis maintenant peut-être une dizaine de trimestres systématiquement trompé en sous-évaluant la force de la reprise. Et la force de la reprise, elle a été très puissante en 2021 et encore étonnamment forte au premier semestre 2022. Et encore aujourd'hui, on est un peu étonné par rapport à la conjoncture, par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à toutes les contraintes qui pèsent sur les entreprises. On est encore un peu étonné par la vigueur de la croissance. Et donc, cette conjonction de difficultés du côté de l'offre et à nouveau de pression de la demande est évidemment un facteur d'inflation. Et donc, cette difficulté de recrutement, je voulais juste m'appesantir 5 minutes là-dessus parce que c'est une spécificité française. On a à la fois un chômage qui reste relativement élevé, mais des difficultés de recrutement des entreprises qui viennent donc d'une inadéquation entre la demande et l'offre de travail. Et donc, on n'a pas une offre de travail qui est vraiment adaptée à la demande. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que finalement, des politiques structurelles de l'emploi, par exemple en améliorant la formation professionnelle, en essayant d'améliorer ce qu'on appelle le matching sur le marché du travail, eh bien, des politiques de l'emploi, des politiques structurelles peuvent avoir un effet sur l'inflation. Donc, je ferme cette parenthèse pour indiquer une autre voie, d'autres indicateurs qu'on regarde pour répondre à cette question de la durabilité de l'inflation, des prévisions de l'inflation. Eh bien, c'est des indicateurs de comportement, parce que finalement, l'inflation, c'est aussi le résultat de comportement. C'est le résultat de comportements de salariés qui vont demander des hausses de salaire, c'est le résultat de comportements de chefs d'entreprise qui vont augmenter leurs prix parce qu'ils sentent qu'ils peuvent augmenter leurs prix, qu'ils ont un pouvoir de marché suffisant pour augmenter leurs prix. Et ils le font parce qu'ils sentent que les autres augmentent leurs prix, que leurs coûts augmentent, etc. Donc c'est important d'avoir une vue de l'anticipation des agents économiques, des anticipations d'inflation par les agents économiques. Et c'est quelque chose, effectivement, pendant les 10 ans où on avait vécu avec une très faible inflation, qu'on avait un peu négligé. Mais aujourd'hui, on se retourne beaucoup vers les entreprises et vers les ménages pour essayer de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des prix, est-ce que les prix vont augmenter le mois prochain, etc. Et donc ça, c'est les résultats que je vous montre d'une enquête de la Commission européenne, fait auprès des ménages et fait auprès des entreprises. Et là,
Eh bien, pour la réponse à la question qui est posée, vous voyez un petit signe d'espoir, c'est-à-dire que la proportion de gens interrogés qui pensent qu'il va y avoir des hausses de prix dans le mois suivant reste extrêmement élevée, à des niveaux quasi historiques, mais elle a un peu baissé. Vous voyez, la courbe rouge et la courbe verte ont un tout petit peu baissé. Voilà, par parenthèse, cet indicateur devient complètement, je dirais, non parlant, muet, quand on atteint 100%. Le jour où on a atteint 100% de gens qui pensent que l'inflation, qui pensent que les prix vont augmenter, bien, on ne sait pas très bien évaluer quel est l'esprit, quel est le comportement derrière qui va déboucher. Donc, ça, c'est les anticipations des ménages. Et donc, vu effectivement cette actualité de l'inflation, on utilise aussi notre enquête mensuelle de conjoncture pour poser la question aux chefs d'entreprise. Et donc, là, je vous ai mis les principaux résultats de cette enquête sur l'inflation. Et là aussi, eh bien, il y a des facteurs qui permettent d'être un tout petit peu plus optimiste qu'il y a quelques mois et qui pourraient marquer un début de retournement sur les pressions inflationnistes. Mais les anticipations d'inflation, on ne les mesure pas seulement à travers des enquêtes, on les mesure à travers les marchés, puisque vous savez que l'inflation est un produit qui s'achète et qui se vend. Il y a des swaps d'inflation sur le marché, puisqu'il y a un grand nombre d'acteurs financiers qui cherchent, ou même d'acteurs de l'économie réelle qui cherchent à se protéger de l'inflation. Il y a évidemment les enquêtes aussi auprès des professionnels, des prévisionnistes professionnels. Et donc on regarde tous ces indicateurs pour savoir, pour essayer d'appréhender quelles sont les anticipations d'inflation. Quelles sont les anticipations d'inflation qui nous intéressent, nous, pour la politique monétaire? Ce sont des anticipations d'inflation à moyen terme. Donc, pourquoi? Parce que l'horizon de notre politique monétaire est à moyen terme. Notre cible de 2% d'inflation, c'est une cible à moyen terme. Donc c'est une vraie cible d'inflation. C'est-à-dire que l'inflation doit être durablement à une échéance de moyen terme autour de 2%. Et donc on s'intéresse à savoir si les agents économiques anticipent que nous, on va atteindre notre cible. Et là, vous voyez, il y a un relatif désancrage de certaines anticipations, puisqu'on est autour de 3% pour les ménages et les entreprises, mais pour les marchés, on n'est encore pas trop loin de la cible de 2%. Donc ça, c'est très important, les anticipations d'inflation pour nous, parce que c'est le caractère prospectif. Et à nouveau, nous, on a un objectif prospectif à moyen terme. Alors, je ne voulais pas non plus terminer cette conférence sur la durabilité de l'inflation sans vous parler de la boucle prix-salaire, qui est un élément clé de la dynamique d'inflation. La boucle prix-salaire, connue aussi par, j'espère, un certain nombre d'entre vous étudiants dans cette faculté, sous le nom de courbe de Phillips, qui est en fait une forme restreinte ou réduite de la boucle prix-salaire. Et effectivement, les salaires, ils dépendent, les salaires nominaux, ils dépendent de l'inflation, à la fois passée et que vous anticipez. Vous allez réclamer un salaire à la fois pour compenser l'inflation passée que vous avez subie et donc pour maintenir votre pouvoir d'achat, mais aussi par rapport à ce que vous anticipez, à l'inflation que vous anticipez. Et puis, ça dépend aussi naturellement du taux de chômage. Et c'est là qu'on retrouve la courbe de Phillips. Plus vous aurez du chômage, plus ça sera difficile, effectivement, pour les salariés de négocier une hausse des salaires. Et
les salaires, ils ont évidemment une influence, c'est une partie très importante du coût pour les entreprises, et donc ils ont une influence importante sur les coûts des entreprises, et à travers cette influence sur les coûts des entreprises, ils ont évidemment une influence sur les prix à la consommation, et donc une influence sur l'inflation. Alors cette boucle prix-salaire, elle peut effectivement rentrer dans une spirale, dans une dynamique explosive. Elle peut rentrer dans une dynamique explosive d'abord si les salariés anticipent une accélération de l'inflation et vont donc demander des hausses de salaire supérieures à l'inflation. Et on voit bien que si effectivement le coefficient, l'élasticité des salaires à l'inflation est supérieure à 1, on rentre dans un effet boule de neige et donc dans un effet de dynamique forte d'inflation. Cette dynamique forte d'inflation, elle peut même exister en temps de chômage. Pourquoi ? Eh bien, on a vu tout à l'heure, par exemple, qu'on peut avoir à la fois un chômage relativement élevé et des difficultés de recrutement des entreprises. Et donc, dans la mesure où les entreprises ont des difficultés de recrutement, eh bien, dans les secteurs ou pour le type de personnel dont elles ont besoin, elles seront en mesure, ou quand elles sont en mesure, en tout cas, de répercuter une partie de ces coûts sur les prix, eh bien, elles vont offrir des salaires supérieurs. Et donc, une dynamique inflationniste peut se mettre en place. Et cette dynamique inflationniste, si c'est une dynamique qui est une dynamique purement interne, elle va entraîner une perte de compétitivité des produits locaux, en l'occurrence par exemple des produits français, et ce qui va se traduire ou ce qui peut être compensé par une dépréciation du change. Et cette dépréciation du taux de change, à nouveau, ça va être un élément, un ingrédient pour alimenter l'inflation, puisqu'on va payer plus cher nos importations. Donc voilà comment une dynamique d'inflation peut se mettre en route à partir, si je puis utiliser ce mot, de la cellule interne ou de la cellule de base qui est la boucle prix-salaire. Et jusqu'à maintenant, la boucle prix-salaire, enfin en tout cas c'est notre analyse, la boucle prix-salaire n'a pas encore été vraiment enclenchée en France. Donc les salaires ont progressé assez fortement, notamment à cause, et en partie à cause de l'indexation du SMIC. Donc vous savez que l'indexation du SMIC en France est une particularité française. Non seulement le SMIC est indexé sur l'inflation, et encore avec une cadence rapide quand il y a une accélération de l'inflation, une cadence qui peut être de 6 mois au lieu d'être une cadence annuelle. Ça, c'est une première chose, mais en plus, au-delà de l'inflation, le SMIC peut augmenter, est indexé sur le salaire moyen par tête. Eh bien, malgré cette augmentation du SMIC qui a été très rapide et plus rapide que l'inflation, on voit que le salaire moyen par tête a augmenté encore aujourd'hui en France moins que l'inflation. Donc on n'est pas passé dans un monde de boule de neige. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire la contrepartie qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Et effectivement, on va avoir probablement une perte assez significative de pouvoir d'achat en 2022 et pas de rattrapage du pouvoir d'achat en 2023 selon nos prévisions. Une autre façon de regarder ce sujet et de montrer que la boucle prix-salaire ne s'est pas enclenchée, c'est de regarder qu'est-ce que donnent nos équations de courbe de Phillips pour le présent et pour le futur. Et là, si vous regardez et comparez la courbe bleue, qui est l'inflation telle que nous la donnent nos équations de courbe de Phillips, c'est-à-dire nos équations basées sur la boucle prix-salaire, et la courbe en pointillé qui est l'inflation totale, vous voyez qu'il y a un décrochage brutal en 2022 qui est dû à des effets non linéaires, notamment à des effets non linéaires, parce qu'il y a eu une telle hausse des prix de l'énergie que les coefficients de nos équations ne sont plus adaptés, parce que justement
Ce sont des coefficients linéaires. Et puis après, vous voyez le profil à partir de la zone grisée, qui est la zone de prévision. Et donc, c'est là-dessus qu'on base nos prévisions, c'est sur notre analyse de cette boucle prix-salaire. Et notre analyse de notre boucle prix-salaire, elle nous dit que si les comportements n'ont pas changé, mais encore une fois, on peut évidemment mettre cette précaution en disant que c'est possible compte tenu de l'ampleur du choc que les comportements aient changé, mais si les comportements n'ont pas changé, alors la boucle prix-salaire ne s'enclenche pas et on revient progressivement vers une inflation proche de notre cible. Et donc c'est pour ça en fait que sur la courbe en pointillé noir, qui sont nos prévisions d'indice des prix pour les 18 mois à venir, on a suivi la même pente, mais évidemment à partir d'un point beaucoup plus haut, puisqu'il y a eu un décrochage, la même pente que ce que nous donnent nos équations avec la courbe de Phillips et la boucle prix-salaire. Donc c'est fondamentalement ce qui justifie qu'on pense qu'on va revenir pas loin de la cible en matière d'inflation. Alors, il y a un autre phénomène dont je voulais vous parler aussi sur l'inflation, c'est que l'inflation a des effets distributifs importants. Il a des effets distributifs importants entre entreprises, il a des effets distributifs importants entre ménages, parce que vous ne consommez pas la même chose, les prix des produits évoluent différemment, il y a un effet aussi distributif entre, évidemment, créanciers et débiteurs, etc. Donc ça a aussi un effet distributif, et c'est ça qui, quelque part, enclenche ou peut enclencher la boucle prix-salaire entre les salaires et le profit. Et donc là, vous voyez, je vous ai mis sur le long terme la part dans la valeur ajoutée des salaires en France et la part globale des profits dans la valeur ajoutée. Donc là, on a un profil qui est extrêmement atypique par rapport à la plupart des économies de l'OCDE, dans lequel on a vu une forte hausse des profits et une baisse de la part de la valeur du travail dans la valeur ajoutée. En France, il y a une certaine stabilité, et c'est dans ce contexte qu'il va falloir absorber un choc qui est très fort, qui est un choc de termes de l'échange. Ça, c'est un choc qui va s'imposer à notre économie nationale. Parce que quand les prix de l'énergie augmentent, quand les prix des produits alimentaires augmentent, mais surtout en ce qui concerne l'économie française, les prix de l'énergie, eh bien, on a ce qu'on appelle un choc de termes de l'échange, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner plus à l'étranger pour la même quantité de produits. Et ce choc de termes de l'échange, il est très fort, je vous l'ai dit, il est d'une taille absolument exceptionnelle en raison de l'explosion des prix de l'énergie pour toutes les grandes économies de la zone euro, même s'il est un tout petit peu moins fort en France, du fait de la structure de notre marché énergétique et notamment de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Mais c'est quand même un choc de 2% du PIB. C'est un choc énorme, et ce choc, il doit être absorbé par les agents économiques nationaux, et donc il doit être quelque part réparti entre les salariés et les entreprises. Alors, si c'est les salariés qui encaissent ce choc, je dirais que ça fait moins de pression inflationniste. Si c'est les entreprises qui encaissent ce choc et qu'elles ont la capacité de maintenir leur marge, alors elles vont augmenter très sensiblement leur prix. Et donc, ça a des effets différenciés aussi selon les secteurs. Alors ça, c'est un graphique, je ne vais peut-être pas rester trop longtemps de peur de dépasser le temps qui m'est imparti, mais qui montre pour chaque grand secteur de l'économie quelles sont l'évolution des salaires nominaux. Et vous voyez que les salaires nominaux évoluent différemment selon les grands secteurs de l'économie. Ce sont les points bleus. Vous voyez quelle est la perte de pouvoir d'achat des salariés, ce sont les barres rouges, et vous voyez que cette perte de pouvoir d'achat, pour les entreprises,
elle est un tout petit peu plus limitée parce que ça veut dire qu'on a rapporté les salaires à la valeur ajoutée, et donc il y a des entreprises qui ont été capables d'augmenter leurs prix et donc d'augmenter de ce fait les prix de leur valeur ajoutée. Mais vous voyez que ça a été évidemment très différent selon les secteurs de l'économie. Et donc ça, c'est encore plus vrai au niveau des entreprises et encore plus vrai au niveau, bien sûr, des sous-secteurs. Et puis, l'inflation, elle a un effet de redistribution entre les ménages, notamment du fait de la composition des hausses de prix. Alors, en général, la poussée inflationniste est anti-redistributive parce que plus on est pauvre, plus on est, disons, moins on a des revenus élevés, plus on a une part de l'alimentation importante dans sa consommation. Et en général, le premier choc inflationniste touche les produits alimentaires. C'est un peu moins vrai en France, et c'est d'autant moins vrai que l'effet le plus important ne vient pas des produits alimentaires cette fois-ci, mais il vient des produits énergétiques. Et donc là, clairement, on a des effets anti-redistributifs entre les zones urbaines et les zones rurales du fait de la différence de consommation d'énergie et notamment de carburant automobile. Et on voit bien que l'inflation est très significativement supérieure dans les zones rurales. Donc on est en France, effectivement, et personne, je dis un truisme, personne ne l'ignore, dans un schéma inflationniste qui touche particulièrement les ruraux. Et c'est important aussi parce que dans l'inflation, il y a beaucoup de comportements, mais il y a aussi beaucoup d'économies politiques. Et il y a beaucoup d'économies politiques aujourd'hui, on le voit bien, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les États dans le monde pour protéger les agents économiques contre l'inflation. Il y a fondamentalement deux types de mesures budgétaires ou financées par l'État en tout cas qui sont prises pour protéger les agents, que ce soit les entreprises ou les ménages de l'inflation. Le premier, c'est des mesures non ciblées et par exemple des subventions au prix, des plafonds de prix subventionnés par l'État. Et la deuxième, ce sont des mesures ciblées qui touchent les gens ou les ménages ou les entreprises qui sont le plus frappés par la hausse de l'inflation. Donc là, il faudrait effectivement, par exemple, cibler les ménages périurbains et ruraux avec des mesures de ce type. Si on regarde ce qui a été fait en France, on voit que c'est quand même tout à fait considérable. Près de 50 milliards qui ont été consacrés à des mesures de protection contre l'inflation et essentiellement des mesures non ciblées. Alors, ça, c'est des mesures qui sont effectivement très efficaces à court terme pour protéger contre les effets distributifs ou anti-redistributifs de l'inflation. Mais évidemment, ce ne sont pas des mesures efficaces à moyen terme parce que quand on limite les prix, eh bien, on ne fait pas jouer les signaux prix sur la demande et donc quelque part, on encourage les pressions inflationnistes et on risque d'enclencher des spirales inflationnistes. Néanmoins, on voit bien que l'économie politique aujourd'hui implique qu'il y ait des mesures de ce type, mais ce sont des mesures qui, notamment quand les problèmes viennent de problèmes d'offres, qui compliquent la lutte contre l'inflation. Et notamment notre lutte à nous, autorités monétaires, banques centrales, contre l'inflation qui passe par une hausse du prix de l'argent, puisque c'est notre principal outil pour effectivement essayer de réguler l'inflation de manière à ce que l'inflation soit sur sa cible. Et on voit qu'on est en train de normaliser considérablement le prix de l'argent.
Vous savez que le prix de l'argent s'était fixé, en tout cas de l'argent qui s'échangeait entre institutions financières, était à des taux négatifs, à des taux de moins 50 points de base. C'est le taux qu'on accordait aux banques sur les dépôts qu'elles font chez nous. Et bien, depuis quelques mois, on a normalisé ce taux sur le marché monétaire, qui est le taux directeur, c'est-à-dire le taux qui, en fait, sert de référence pour après tout un ensemble de transactions financières. Eh bien, on a normalisé ce taux. Il est devenu positif et puis il est sans doute appelé encore à augmenter de manière à ce qu'on atteigne le taux qui nous permette de stabiliser l'inflation à sa cible de long terme. Et bien sûr, on n'est pas tout seul dans l'eurosystème, on n'est pas tout seul à la BCE à avoir fait ça. Les Américains l'ont fait et l'ont fait de façon plus massive, comme vous pouvez le voir sur la courbe. Alors, comment ça marche, la politique monétaire, pour faire baisser l'inflation? Eh bien, il y a un certain nombre de canaux. Le premier canal, c'est celui des taux d'intérêt. Quand on augmente les taux d'intérêt, eh bien, le taux du crédit bancaire ou les taux sur les marchés augmentent. Donc le coût pour emprunter est plus élevé et ce resserrement des conditions financières des agents non financiers eh bien, entraîne une baisse de leur demande, une baisse de leur consommation, une baisse de leur investissement. Et à offre constante, eh bien, cette baisse de la demande, évidemment, a un effet calmant, si je puis dire, sur les prix. Le deuxième canal, c'est le canal des prix d'actifs. Quand on augmente les taux d'intérêt, ça a tout de suite un effet sur les marchés d'actions. Vous avez vu que les marchés d'actions ont corrigé. Et puis, ça a un effet évidemment mécanique sur les titres de dette que vous détenez. Quand les taux d'intérêt montent, les titres de dette que vous détenez valent moins cher. Donc, vous avez ce qu'on appelle un effet de richesse. Vous êtes moins riche, vous avez un patrimoine financier moins élevé à cause de ça, et donc vous êtes conduit, entreprise comme ménage, à baisser votre consommation ou vos investissements. Après, il y a le canal du taux de change, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on monte les taux d'intérêt, eh bien normalement ça crée, si les autres évidemment ne les montent pas en même temps, ça crée une appréciation du taux de change, et cette appréciation du taux de change fait qu'on paie moins cher nos produits importés, et donc ça pèse sur l'inflation. Et puis finalement, il y a un canal qui est le plus important, c'est le canal des anticipations, c'est-à-dire on monte nos taux d'intérêt, on donne le signal que ce qui est de plus important pour nous, c'est qu'on respecte notre cible, et donc on essaie avec ça que les anticipations des agents à moyen terme restent ancrées sur notre cible. Alors, par parenthèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, le canal des taux de change ne marche pas forcément aujourd'hui, puisque quand tout le monde monte ses taux d'intérêt, eh bien, normalement, ça n'a pas d'effet sur les taux de change bilatéraux, mais quand tout le monde monte ses taux d'intérêt, quand tout le monde lutte contre l'inflation, ben, normalement, il y a une baisse de l'inflation mondiale, et donc on ne profite pas de l'effet taux de change, mais on profite de l'effet baisse de l'inflation mondiale quand cet resserrement des conditions financières est synchronisé. Canal des taux d'intérêt, ça marche. Les taux d'intérêt, alors pour que ça marche, il faut effectivement que quand nous, on monte nos taux d'intérêt, les taux d'intérêt montent sur les marchés, et c'est bien le cas. Les taux d'intérêt sont montés très fortement sur la dette publique. Et bonne surprise, en Europe, ils sont montés sans accroître fortement ce qu'on appelle la fragmentation du marché européen, c'est-à-dire le fait que l'État italien ou l'État espagnol ou même l'État français paient plus cher pour s'endetter que l'État allemand. Et ça, je dirais que c'est une bonne surprise, mais c'est une bonne surprise auquel on a veillé, puisqu'on a mis en place un outil pour assurer ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire et pour assurer qu'il n'y aura pas trop de fragmentation dans cette phase de normalisation. Voilà. Et donc, eh bien, malgré ça, à cause de la mise en place de cette dynamique d'inflation, eh bien, pour 2023, il n'y aura pas autant de bonnes surprises que ce qu'on attendait. Et vous voyez qu'il
les prévisions ont été revues assez significativement à la hausse sur l'inflation, malgré le fait qu'on ait revu nettement à la baisse les prévisions de croissance. Et donc ça, c'est effectivement lié au fait qu'il y a une dynamique d'inflation qui s'est mise en place d'une part, et d'autre part qu'il reste dans cette dynamique d'inflation un certain nombre de facteurs d'offres contre lesquels nos outils, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation du prix de l'argent que j'ai décrit, reste inefficace. Voilà. En 2 mots, je vais passer sur ces 2 slides qui montrent nos prévisions de septembre. J'y reviendrai si vous le souhaitez, mais finalement c'est une répétition de ce que j'ai dit tout à l'heure. On prévoit, à cause de la dynamique interne, un retour de l'inflation légèrement, mais quand même significativement, au-dessus de notre cible en France. Et je voulais terminer par le fait que j'y ai fait allusion tout à l'heure en parlant des difficultés de recrutement et des politiques de l'emploi, notamment par exemple des politiques de formation, qui sont des politiques structurelles qui permettent de lutter contre l'inflation. Les politiques structurelles ont leur place dans la lutte contre l'inflation. Je dirais à la différence des politiques budgétaires de court terme. Pourquoi ? Parce que les politiques structurelles, elles visent à accroître la productivité. Et quelque part, la productivité, c'est un des grands ennemis de l'inflation, puisque vous créez de la valeur à moindre coût, et donc ça peut être partagé entre les profits et les salaires. Et donc toute politique qui permet d'augmenter la productivité, et on sait qu'en France, on souffre depuis plus d'une décennie d'une très grande faiblesse de la productivité, toute politique qui permet d'augmenter la productivité, que ce soit à travers la transition énergétique, à travers la transition digitale, est en effet aussi un instrument de lutte contre l'inflation. Voilà, j'en ai terminé. Bonsoir, Olivier Biscay, je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre. Ravi d'être là à vos côtés pour cette conférence. Je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. Et avant de passer aux questions de la salle, parce que je vais faire quelques allers-retours, Bruno Cabriac, avec la salle, quelques questions, parce que votre présentation était fort intéressante. Première question que j'ai envie de vous poser, le quoi qu'il en coûte du pouvoir d'achat, le quoi qu'il en coûte porté par le gouvernement aujourd'hui, peut-il durer longtemps, peu, très longtemps ? Écoutez, ça sort un tout petit peu à la fois du thème et de mes compétences, mais il est très clair que l'accumulation de la dette publique ne peut durer que tant que les marchés le tolèrent. Pratiquement la moitié de la dette publique française est dans les mains des non-résidents. Donc ça, c'est à la fois, je dirais, une force, mais aussi une faiblesse. Entre parenthèses, la très forte hausse des taux d'intérêt a réduit considérablement la valeur des actifs des titres de dette français que détenaient les non-résidents dans leur portefeuille. Et donc, c'est les marchés qui sifflent la fin de la récréation quand ils estiment que la dette n'est pas soutenable. Alors, les marchés ont une... Bon, je dépasse largement mes compétences et donc ce sont mes opinions personnelles là et plus celles de la Banque de France. Mais les marchés ont un peu les yeux de Chimène pour la France en matière d'endettement public. Et pourquoi ? Bien parce qu'ils estiment qu'il y a toujours une capacité de l'État français à lever des impôts même supplémentaires, pour rembourser la dette, qui n'existe pas à ce niveau dans un certain nombre de pays européens. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, le spread ou l'écart entre les taux allemands souverains et les taux allemands français reste relativement limité, bien qu'on ait très peu réduit
déficit budgétaire, on n'a pas profité de la reprise de la forte croissance de 2021 pour réduire suffisamment notre déficit budgétaire. Et puis, bien, vont s'y ajouter, se sont ajoutés depuis un certain nombre de mois toutes ces mesures que je n'ai pas détaillées, mais que j'ai présentées sur le bouclier tarifaire pour protéger à la fois les entreprises et les ménages. Et c'est apparemment pas fini. Alors, sans vous entraîner évidemment sur un terrain politique, parce que vous êtes la Banque de France et que vous ne sortirez probablement pas de votre devoir de réserve, ce qui est assez logique par rapport à la politique gouvernementale. Cependant, on ne pouvait pas faire mieux que d'organiser cette conférence aujourd'hui, alors même qu'aujourd'hui, il y avait des manifestations, qu'on est dans une semaine sociale et que le pouvoir d'achat est au cœur de toutes les discussions. Il y a quand même une réalité, c'est qu'en effet, beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement, et pour autant, beaucoup de Français, dans leur très grande majorité, considèrent qu'ils n'ont jamais autant souffert en termes de pouvoir d'achat. Est-ce qu'à la Banque de France, vous avez des éléments, des données, des études qui viennent expliquer comment tout ceci varie chez les Français? Est-ce que quand on installe un bouclier tarifaire, par exemple, il y a des incidences sur les Français? Est-ce que ça, vous arrivez à le décrypter? Parce que on va arriver à l'hiver là, entre le réel et le ressenti, il y a parfois une petite différence quand même. Oui, tout à fait. Alors, peut-être deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que, je l'ai dit, les recommandations des organisations internationales et de la plupart des économistes, c'est de faire plutôt des mesures ciblées qui touchent par exemple les bas revenus, plutôt que des mesures générales, des mesures larges qui sont des mesures de subvention des prix et donc de bouclier tarifaire. La difficulté de ça, c'est une difficulté de politique économique. Les perdants ne sont pas forcément les ménages les plus pauvres, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Les perdants, aujourd'hui, c'est les gens qui habitent dans des zones périurbaines et rurales. Et donc, ça, pour les cibler, c'est assez compliqué. Ça risque effectivement d'entraîner peut-être des effets d'aubaine, des mesures qui sont justement mal ciblées, etc. Donc c'est pas si facile que ça de cibler les vrais perdants. Donc ça c'est la réponse à la première question. En général, oui, les Français vont perdre du pouvoir d'achat, mais moins que d'autres dans les pays européens. Et surtout, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le choc de termes de l'échange, qui est un choc qui nous est imposé, venu de l'extérieur, il est de 2% du PIB. Donc si les salariés ou les ménages, disons, prenaient leur part de ce choc, ça ferait une baisse du pouvoir d'achat de 2%. Et ça, c'est juste avec une répartition, je dirais, équitable du choc. Or, la baisse de pouvoir d'achat, elle va être plus faible. Ce qui veut dire que c'est d'autres agents économiques, et en gros, ça va être l'État, et on revient à la question de tout à l'heure, d'autres agents économiques prennent une partie de ce coût. Et ça, est-ce qu'ils peuvent le faire durablement? Je ne sais pas. Une question sur les salaires avant de passer à la salle. Là aussi, on ne pouvait pas faire mieux. Les Français ont beaucoup manifesté pour la hausse des salaires. C'est au cœur des sujets depuis maintenant 3 semaines. Et à cette heure de la soirée, des négociations, des échanges ont lieu chez Total, par exemple, sur la question des salaires. Là encore, ce sont des injonctions venant d'en haut, de demander aux chefs d'entreprise, et il y en a dans la salle, d'augmenter les salaires. Parce qu'en réalité, on regarde vos graphiques, très intéressants, mais les Français n'ont pas forcément le sentiment que les salaires ont suivi pendant cette période. Là aussi, quel est l'avenir et comment on peut se projeter quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise? Il y a des représentants de l'hôtellerie, de la restauration qui se disent on n'arrive pas à recruter parce que les salariés, les employés pensent que les salaires sont trop bas. Ça sera au cœur probablement de l'année 2023, cette question des salaires. Comment on la règle? Comment on la solutionne? Tout à fait. Hein. J'ai bien noté que les difficultés de recrutement pouvaient effectivement, si je puis dire, parasiter l'indicateur chômage. C'est-à-dire que d'habitude, effectivement, c'est la base des modèles économiques, la négociation salariale, elle se fait sur la base de l'inflation, elle se fait aussi sur la base du déséquilibre entre offre et demande de travail. Mais s'il y a des difficultés de recrutement en même temps que du chômage, il faut peut-être plutôt regarder les difficultés de recrutement. Et là, comme on voit qu'il y a beaucoup de difficultés de recrutement, ça peut être un élément qui modifie la boucle prix-salaire. Après, il y a des éléments qui
Si la boucle prix-salaire s'enclenche, tout le monde est perdant. Parce que, effectivement, vous obtenez des augmentations de salaire supérieures à l'inflation, mais l'inflation elle-même va dépasser les augmentations de salaire, et après on rentre dans une spirale inflationniste. Et quand on est dans une spirale inflationniste avec une inflation à 2 chiffres, voire plus, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays émergents, les premiers perdants, ce sont les ménages. Et les premiers perdants, c'est les gens qui n'ont pas possibilité d'avoir des revenus indexés sur l'inflation. Et donc, ce n'est pas forcément les salariés, mais c'est les chômeurs, c'est ceux qui touchent des revenus de transfert, c'est les retraités, ce sont les retraités, etc. Donc, il faut être attentif, effectivement, à ces négociations salariales. On les regarde de façon très précise. On a un observatoire des négociations salariales pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est une spécificité française d'avoir des négociations salariales par branche, oui, qui sont des négociations annuelles et qui ne sont pas des négociations sur le plus long terme, qui permettent effectivement d'avoir peut-être plus de facilité de débrancher un peu la spirale et la boucle prix-salaire. Donc on regarde ces négociations. Il y a eu effectivement progressivement une montée des hausses de salaire dans les négociations salariales, mais on reste encore à des niveaux qui nous permettent de penser que la boucle n'est pas enclenchée. Là encore, entre le réel et le ressenti, il y a parfois une petite différence. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Est-ce que vous qui livrez beaucoup d'études, beaucoup de données, est-ce que vous avez sur le territoire de l'Occitanie par exemple des retours de chefs d'entreprise sur les salaires, sur l'augmentation du salaire, sur le désir, pour pas dire autre chose, de vouloir augmenter les salariés? Parce que là aussi c'est un vrai sujet dans l'appréciation de ce sujet de l'inflation et de l'augmentation des salaires. Avez-vous des éléments là-dessus? Alors, Stéphane en a sans doute plus que moi. Stéphane, je te laisse la parole là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont nos succursales, nos directeurs régionaux qui sont au contact du monde des entreprises. Je vous laisse alors le micro. Oui, merci. Ce que l'on peut dire, c'est suivant qu'on se place du salarié ou de l'entreprise. Les entreprises, effectivement, ont incontestablement réalisé un effort salarial dans la période récente, ont bien consciente que on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est évident. La hausse du SMIC, les 8% que tu as évoqués sur cette année, évidemment les y poussent, puisqu'on a des minimums dans des branches qui ne le permettent pas. Mais je crois qu'il y a un deuxième message qu'il faut passer, c'est qu'il est très important que ces évolutions de salaire soient au plus près du terrain. Pour le dire en termes encore plus intelligibles, ce que peut faire Total, c'est pas nécessairement ce que peut faire le petit hôtel de quartier ou l'entreprise de bâtiment du coin. Il faut que ce soit au plus près du terrain. Ça ne peut pas être de grandes mesures générales, même si d'aucuns les souhaiteraient. Toutes les entreprises ne sont pas égales face à leurs possibilités. Mais il y a une prise de conscience qu'il y a un effort qui est demandé effectivement. C'est qu'ils savent qu'ils ont une clause de rendez-vous en 2023 en fonction de l'inflation effective. Ils savent bien que tout n'a pas été fait sur cette année. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, ce qu'on propose, c'est qu'avec M. Mirabel, allez, je vous rejoins avec mon micro. C'est vous qui allez? Très bien. Allez, go. Hop. Ça fonctionne, tenez, prenez bien. Vous m'entendez cette fois? Bon, tout d'abord, merci pour votre exposé, très intéressant pour des étudiants en économie comme nous. Ma question, enfin, ce que je vois, donc c'est une idéologie qui n'a pas tellement changé, de cet objectif de 2% d'inflation moyenne. Et pourtant, depuis 2008 maintenant, ce qui est dit, c'est qu'on est dans des crises à répétition, des crises financières, des crises énergétiques et des crises écologiques.
Donc ma question, c'est où est passée la phrase « halte à la croissance » ? Monsieur Cabriac, vous avez 2 heures. Allez-y. Alors, je dirais, ça résout totalement nos problèmes. Enfin, à supposer effectivement que ce halte à la croissance se fasse de façon équilibrée entre la demande et l'offre, ça résout nos problèmes d'inflation. À nouveau, quand même, un des déclencheurs clés de l'inflation, ça a été la forte reprise de la croissance après la crise du Covid-19. Et cette forte reprise de la croissance, elle a été tirée par la demande. Et on voit bien qu'il y a une volonté forte de consommer au niveau global. Alors après, est-ce que les tenants de la décroissance deviendront un jour suffisamment nombreux pour contrarier cette volonté et cette demande de croissance? C'est possible. Mais il se trouve que je participe à des négociations avec des pays émergents et des pays pauvres. Et alors là, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui est très populaire parmi les pays en développement. D'autres questions? J'ai peut-être une question devant ici. Bonsoir. Donc une question qui ne concerne pas mon employeur, mais une question personnelle, donc pas pour le conseil régional. Alors 3 petites questions, une qui serait acide, une opportuniste et une politiquement incorrecte. Ça fait acide, c'est le décalage en fait de l'augmentation des taux d'intérêt, donc que vous avez précisé entre la Fed et la BCE. Ne va-t-elle pas créer, on sait que la réponse est oui, une augmentation de l'inflation importée, notamment sur tout ce qui est alimentaire et énergie, du coup réenchérir dans un cycle, un cycle qui va être amplifié de notre côté, de ce côté de l'Atlantique. Opportuniste, est-ce que le fait qu'aujourd'hui l'inflation et que les salaires pèsent en fait aujourd'hui sur les salariés, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu de la déflation compétitive comme l'a fait Schröder dans les années 2000 en Allemagne, et donc pour essayer de gagner quelques points de compétitivité de façon comparée? Et le politiquement incorrect pour notamment l'État ou tout ce qui émet de la dette publique, puisqu'on n'est plus sous Philippe le Bel, la meilleure façon de ne pas rembourser ou moins rembourser de la dette publique, c'est d'avoir un minimum d'inflation. Alors, effectivement, c'est 3 questions difficiles. Alors, la première, je répondrai que déjà, la Fed a été considérée comme étant très en retard. Et j'ai commencé par des citations de Jay Powell parce qu'elles montrent que, effectivement, pour des raisons, je pense, de culture, on s'était tellement trompé en surestimant l'inflation qu'à la fin, on n'a pas vu venir cette vague d'inflation. Ensuite, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi, la dynamique d'inflation est un peu différente aux États-Unis. Il y a une grande partie de dynamique interne qui est liée premièrement au fait que le marché de l'emploi, comparé au marché de l'emploi en France, mais même dans l'ensemble de la zone euro, est beaucoup plus tendu aux États-Unis, qui a eu ces relances procycliques faites par l'administration précédente, l'administration de Donald Trump, puis à nouveau Joe Biden, qui a fait à nouveau des relances procycliques. Donc aux États-Unis, il y avait déjà une dynamique interne d'inflation qui s'était mise en place, tirée par la dépense publique et des marchés de l'emploi qui étaient très tendus et qui se sont encore plus tendus avec le fait qu'après la crise du Covid-19, il y a pas mal de salariés qui ne sont pas revenus sur le marché de l'emploi. Et enfin, pourquoi est-ce que, et là, si je puis dire, c'est une opinion personnelle, c'est off the record, pourquoi est-ce qu'on est aussi un petit peu plus en retard? Eh bien parce que c'est une politique monétaire qu'on fait à 19. Et donc qu'il faut tenir compte effectivement de l'ensemble des pays qui composent la zone euro. Il faut arriver à trouver un consensus et ça peut effectivement engendrer un
un retard par rapport à d'autres banques centrales purement nationales. Alors, est-ce qu'on fait de la déflation compétitive? Eh bien, c'est un peu contradictoire avec la suite de votre question, parce que vous disiez, est-ce qu'on ne risque pas de renforcer l'inflation par la dépréciation du change? Mais la dépréciation du change, c'est aussi quelque part de la déflation, c'est aussi une politique, enfin, ça renforce aussi notre compétitivité, surtout s'il y a un passe-roue, comme disent les économistes en anglais, c'est-à-dire un passage du taux de change vers l'inflation domestique qui est relativement limité, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Non, je ne crois pas qu'on fasse du tout de la déflation compétitive. À nouveau, on va faire porter aux salariés, aux salaires, aux revenus des ménages, une part plutôt relativement limitée du choc de termes de l'échange qu'on a subi. Et qui va assumer ça? C'est plutôt l'État. Donc on n'est pas dans une déflation compétitive à travers les salaires. Alors, est-ce qu'on est dans une déflation compétitive à travers les boucliers tarifaires qui sont mis en place pour les ménages et qui pourraient être mis en place pour les petites et les moyennes entreprises? Ça c'est une question intéressante. Les manuels d'économie politique vous disent qu'il ne faut pas introduire de distorsion, et donc qu'il faudrait éviter de faire des boucliers tarifaires pour les entreprises ou pour les petites et moyennes entreprises. Mais à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est ce qui inquiète un peu pour l'avenir de l'industrie européenne et notamment de l'industrie allemande, eh bien on voit que toutes les industries intensives à énergie partent aux États-Unis, parce que le prix de l'énergie est beaucoup plus faible aux États-Unis, notamment le prix du gaz. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a déjà une dizaine d'années avec le développement de l'exploitation du pétrole de schiste et du gaz de schiste aux États-Unis. Mais c'est quelque chose, évidemment, qui est terriblement accéléré par l'écart très fort qui s'est creusé entre le prix du gaz en Europe et le prix du gaz aux États-Unis. Or, il y a 4%, alors c'est un pourcentage relativement faible, mais c'est quand même un pourcentage significatif. Il y a 4% de notre appareil industriel qui utilise le gaz pour d'autres choses que ses propriétés énergétiques. Et donc ça, c'est des entreprises, comme par exemple, évidemment, la plus connue, c'est les engrais, qui sont particulièrement désavantagées par des prix du gaz très différents entre l'Europe et les États-Unis. Donc il y a un risque vrai de perte de substances industrielles pour toutes les industries intensives en énergie. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui peut appeler une politique de bouclier tarifaire pour les entreprises. D'autres questions à la salle? Oui, ici. Merci, bonjour. Merci pour votre exposé. Comment on peut expliquer ou légitimer, en des termes simples, l'augmentation des bénéfices des groupes des CAC 40, enfin des grandes entreprises, mais vraiment des très très grandes entreprises, voire la plus grande entreprise, et l'augmentation des prix? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut donner un rationnel derrière ceci? Alors, vous avez évidemment des quantités. D'abord, les profits des grandes entreprises du CAC 40 n'ont pas tous augmenté et pas tous augmenté dans la même proportion. Ça dépend évidemment des situations sectorielles, ça dépend de leur pouvoir de marché, et donc ça dépend d'un grand nombre de facteurs. Le facteur commun, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est cette très forte reprise de la demande en 2021. Et donc, quelque part, l'État, et ça a été particulièrement vrai en France, mais à peu près vrai dans tous les pays développés, l'État a amorti beaucoup le choc Covid en 2020, et après, les entreprises se sont trouvées dans une situation
suffisamment forte en termes de trésorerie, en termes de capacité financière, en termes d'emprunt aussi, puisque les entreprises pouvaient emprunter à des taux proches de zéro. Les grandes entreprises du CAC 40, certaines ont émis du papier à taux négatif. Donc elles ont bénéficié considérablement de toutes les mesures qui ont été faites pour soutenir l'activité, qu'elle soit du côté monétaire ou qu'elle soit du côté budgétaire. Et après, elles ont été confrontées à une croissance qui a été, là aussi, d'une rapidité qu'on n'anticipait pas et complètement inégalée. Donc le facteur commun, c'est cette évolution en V, sachant que la partie descendante a été largement absorbée par l'État. Et oui, après, ça aurait été possible, effectivement, que l'État récupère en 2021 une partie de cet effet de la croissance. Mais le problème, c'est que ça a touché de façon très différente les entreprises. Une dernière question, peut-être ici ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Maître, je représente les cafés, bars, hôtels, restaurants, discothèques et bowling, la joie, la vie, tout ce qui représente, et la jeunesse. Ah, non, je vais être clair. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre exposé, mais je voudrais quand même, il y a des choses que quand même je ne voudrais pas qu'on mélange. Il y a les grosses entreprises qui n'ont rien à voir avec nous, mais alors pas du tout. Et nous, qui sommes sur le terrain tous les jours, nous sommes des petites, bien souvent des moyennes entreprises. Et quand monsieur le maire me dit augmenter les salaires, mais on est tous d'accord pour les augmenter. Je veux vous dire, parce que plus les gens auront de l'argent, tant mieux pour eux, ils dépenseront, ils vivront mieux. Ils ont besoin de vivre correctement. Mais par contre, vous avez oublié de dire une chose, c'est que quand on donne 100 € à quelqu'un, on ne donne pas 100 €. On donne 200 et quelques euros, puisqu'il y a les charges en plus, et les charges des congés payés. Ça personne ne l'explique. Il faudrait quand même le savoir, parce que nous, à la sortie, nous sommes obligés de répercuter, si on ne veut pas disparaître, sur le prix de vente. Donc aujourd'hui, je ne veux pas augmenter mes prix de mon café, de tout ça, et nous sommes obligés. À un moment donné, ils vont me dire, oh, arrêtez, je ne viens plus chez vous. Donc j'ai besoin qu'ils viennent chez moi. Donc à un moment donné, vous aussi, de l'autre côté, vous êtes gentil, mais quand vous dites, vous augmentez de 100, non monsieur, ne me dites pas, j'augmente de 100, j'augmente de 220. Pas pareil, je paye. Donc aujourd'hui, je souhaite que vous en preniez la considération de ça. Et n'oubliez pas que nous avons besoin de vivre tous ensemble et de se respecter. Mais pour ça, il faut qu'on ne mélange pas tout. Les très gros, que je n'ai rien à voir avec eux, que nous n'avons rien à voir avec eux, et nous-mêmes qui sommes là pour vivre ensemble. Bon, j'étais certain qu'avec Jacques Mestre, on ne serait pas déçus. Merci pour votre intervention qui est toujours proche du terrain. Bruno Cabriac, peut-être un petit mot là-dessus ? Oh, non, juste pour remarquer qu'effectivement, mais quand vous donnez des indemnités de congés payés, finalement, les gens viennent chez vous. Donc, c'est encore plus direct que si vous leur donnez du salaire. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de conclure cette soirée. Un grand merci, Monsieur Cabriac, pour votre intervention. Nous vous donnons rendez-vous avec Olivier Biscay et Midi Libre au mois de novembre sur un débat qui s'annonce passionnant sur les prix de l'électricité. Très bonne soirée à toutes et à tous.